Parfait. Eh bien, donc, on va commencer. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Elietta Carlu. Je suis directrice de l'Alliance Alice. Je vais vous dire deux mots sur Alice avant de laisser la parole à nos intervenants. Donc, Alice, c'est une alliance d'industriels dédiée à la décarbonation de l'industrie. Donc, en gros, notre métier, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, donc les industriels, consommateurs d'énergie, émetteurs de carbone, les industriels qui vont développer des solutions pour justement réduire ces émissions, et puis tous les acteurs finalement intermédiaires sur cette chaîne, énergéticiens, acteurs du monde de la recherche, acteurs du financement, etc. Et donc nous, on va rassembler l'ensemble de ces acteurs pour... ça y est, c'est les bons... Donc on va rassembler l'ensemble de ces acteurs pour les faire travailler ensemble dans le but de faire émerger des solutions justement pour la décarbonation de l'industrie et dans l'objectif d'accompagner les industriels dans les différentes étapes de leur décarbonation. Donc ça passe par une approche très collective, où on va mener des études collectives avec nos membres et pour l'ensemble de nos membres. On va organiser des manifestations de référence, intervenir à droite à gauche, partager un peu les résultats de nos travaux, animer des groupes de travail et puis porter un peu un éclairage, j'ai envie de dire, auprès des pouvoirs publics sur ces enjeux et cette thématique de la décarbonation de l'industrie. Voilà. Et donc, finalement, dans notre vision, on est vraiment sur l'importance du travail collectif pour avancer ensemble sur ces sujets, sur l'importance de définir une approche structurée et informée, et ça afin d'aller vers une industrie qui soit à la fois décarbonée, bien sûr, c'est le mot d'ordre, mais aussi compétitive et que quelque part chacun puisse s'y retrouver. Voilà, donc pour approfondir un peu cette thématique de compétitivité et décarbonation, j'ai 4 intervenants qui sont avec nous autour de la table. Donc Marion Ripaud, vous êtes business developer pour la Fnor Energy. Vincent Bria, donc je ne me trompe pas, responsable affaires publiques, c'est bon, parce qu'on avait inversé. Romain Arret-Tourquet, manager investissement chez Kyotherm, et Jean-Luc Cadita, chef de projet pour Gravity. Voilà, je vous laisserai vous présenter, puis présenter vos sociétés respectives. Alors, Vincent, je vais commencer avec toi. Donc, RTE, acteur central de la décarbonation, de par le rôle d'opérateur de réseau électrique et de l'enjeu aussi de l'électricité dans ce sujet de la décarbonation, en particulier en France. Est-ce que tu peux, peut-être pour commencer, poser un peu le contexte justement de la décarbonation et puis de nous dire un peu quel est le rôle que vous pouvez avoir avec les industriels sur ces thématiques? Merci Elietta. Voilà, Vincent Bria, donc je suis responsable des affaires publiques pour RTE sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme tu le disais, donc RTE c'est le responsable du réseau de transport d'électricité. À ce titre-là, on est gestionnaire d'une infrastructure avec une mission de service public. Notre rôle technique, il est connu, c'est la gestion de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité à chaque seconde, et c'est la gestion de notre infrastructure, son maintien en conditions opérationnelles, de manière à pouvoir acheminer l'électricité de manière efficace sur l'ensemble du territoire français. En fait, au-delà de ces missions, on a également un rôle d'éclairage du débat public sur un certain nombre de sujets, et notamment au travers d'éléments sur lesquels je vais revenir par la suite. Voilà, pour éclairer à la fois les pouvoirs publics et la société sur les évolutions sur le système électrique, voilà, dont on a la charge, et puis son rôle après aussi dans l'ensemble du système énergétique. Et ensuite d'être opérateur industriel de ces transitions-là, au quotidien au travers du raccordement des énergies renouvelables sur les réseaux de transport et puis avec les réseaux de distribution, et puis sur les enjeux de décarbonation également et de transition sur la partie consommation, notamment sur la partie industrielle qui représente une grande partie des consommateurs raccordés directement sur le réseau de RTE. Alors pour replacer le cadre en fait, de cet échange, en fait, on se place dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone. L'enjeu, c'est d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Et pour ça, dans notre étude future énergétique 2050 qu'on a réalisée en 2021 et début 2022, on propose plusieurs chemins
derrière d'évolution de la production et de la consommation électrique et de leur rôle dans le système énergétique à horizon 2050. Et l'enjeu commun, c'est de passer d'un système énergétique qui est aujourd'hui carboné à un enjeu qui a un système à cet horizon-là qui soit décarboné. Et donc actuellement, la consommation d'énergie finale en France, c'est de l'ordre de 1600 TWh. Et sur ces 1600 TWh, il y en a 1000 qui sont des produits carbonés, qui sont donc du charbon, des produits pétroliers ou du gaz fossile, par exemple. Et donc, de manière à assurer cette transition, on a deux leviers principaux. Le premier, c'est d'agir sur les consommations et la transformation des usages par l'efficacité énergétique et par la sobriété, qui peuvent permettre de réduire l'ensemble du volume, donc la consommation d'énergie finale, de l'ordre de 40%, pour arriver à un total de l'ordre de 900-930 TWh à horizon 2050. Et le deuxième levier, c'est la substitution entre les vecteurs, c'est-à-dire passer d'un vecteur carboné à un vecteur qui soit décarboné, le gaz, la biomasse et également l'électricité. Et l'électricité a un rôle particulier dans cette transition. Actuellement, elle représente de l'ordre d'un quart des consommations dans la consommation d'énergie finale. Et à horizon 2050, c'est plus de la moitié de la consommation qui sera électrifiée, sachant que par rapport à d'autres pays européens, c'est une vision qui est quand même relativement conservative. Il y a des stratégies qui sont plus ambitieuses que ça dans d'autres pays européens. Et donc, quand on fait la somme des deux, pour le système électrique en France, quand on a des effets à la fois de baisse de la consommation par l'efficacité énergétique et de substitution sur la partie électrique, ça correspond à une augmentation de la taille du système électrique de l'ordre de 35%, donc de la consommation de l'ordre de 35% à cet horizon 2050. Et ça, donc ça, c'est la résultante. Donc, en termes de résultante, on est sur une croissance qui est quand même importante, hein, qui a des vrais enjeux, mais qui n'est pas non plus un doublement de la consommation électrique. Alors quand on vient après parler plus spécifiquement du secteur industriel, hein, qui est le sujet de cette table ronde, les enjeux de décarbonation ils sont relativement similaires, avec une baisse des émissions qui est de l'ordre de 80%, la mise en place de feuilles de route sectorielles dans les différentes industries. Et c'est là en fait que l'industrie, on voit un rôle particulier, parce que quand on prend en compte justement ces mêmes résultants des effets de substitution et des effets d'efficacité énergétique, on constate que pour l'industrie, quand on prend en compte les effets donc de transition vers l'électricité et également de production de consommation d'électricité pour la production d'hydrogène pour l'industrie, ça constitue un doublement de la consommation électrique pour ces usages dédiés in fine à l'industrie. À l'inverse, quand on parle de résidentiel et de tertiaire, en fait, on anticipe que les effets de substitution seront compensés par les effets d'efficacité énergétique pour avoir quelque chose qui, au final, soit relativement stable. Donc on voit que dans ces transitions-là, l'industrie, elle a quand même une place particulière et elle sera amenée derrière à traduire par des projets également importants, voilà, des besoins d'augmentation qui sont certains. Alors ces projets-là, ils sont de plusieurs natures, hein. Ils ont été décrits dans nos projets, ils sont également décrits dans les travaux de l'ADEME hein, sur ces sujets-là. Donc on parle de résistance dans les fours, donc passage de fours à gaz à des fours électriques ou à des fours hybrides également. On a l'induction ou la conduction. On retrouve ça en fait dans un ensemble de secteurs, hein, que ce soit la chimie, alors voilà, pas trop pour la conduction et l'induction, mais la verrerie, les minéraux, la métallurgie. Et puis il y a d'autres secteurs qui, eux, nécessitent des transitions qui sont beaucoup plus, enfin des transitions, en tout cas des ruptures beaucoup plus importantes, notamment dans la sidérurgie et dans le ciment, et on va revenir sur ces sujets-là par la suite dans l'échange. Et à plus long terme, on a aussi un gisement très important sur la chaleur industrielle, notamment dans l'agroalimentaire, où la pompe à chaleur pourra jouer un rôle important dans ces enjeux de décarbonation. Ce qui est important de comprendre pour nous, c'est que ces projets-là, ils sont actuels. On a dès aujourd'hui, au travers de la montée des enjeux de neutralité carbone, de souveraineté suite à la période Covid et de compétitivité industrielle, qui est une compétitivité qui est mondiale et sur lesquelles les enjeux par rapport à la Chine prennent une place importante. On a une augmentation drastique du nombre de projets, je reviendrai dessus après, et la loi d'industrie pour l'industrie verte qui est en préparation actuellement au gouvernement vise à perpétuer ce type d'action-là. Et donc pour RTE, ce que ça traduit pour nous, c'est la continuité d'accompagnement des clients. Alors pour nous, les clients supérieurs à 40 MW, à peu près en ordre de grandeur,
Chez Enedis, sur le réseau de distribution, les enjeux sont relativement similaires. Et donc ça se traduit par un accompagnement des projets en amont, la compréhension des besoins, depuis la partie étude jusqu'à la partie raccordement. Et l'enjeu principal sur ces enjeux-là, c'est la capacité à anticiper les projets pour pouvoir être en capacité de délivrer à l'heure ces projets pour les parties industrielles. Alors c'est valable pour les projets, c'est aussi valable pour les territoires qui sont aussi des acteurs importants à accompagner, surtout sur les enjeux de compétitivité, pour pouvoir déterminer sur les territoires comment on est en capacité de développer des zones particulières qui sont en capacité d'accélérer ces enjeux de décarbonation. Très bien. Merci Vincent pour à la fois le contexte et puis vraiment les enjeux qu'on va approfondir finalement dans le cadre de cette table ronde. Alors je vais continuer avec vous, Marion. Donc, Vincent a évoqué différents leviers, notamment dans une première étape l'efficacité énergétique. C'est un sujet que vous connaissez bien hein, chez AFNOR Énergie et qui s'inscrit dans une démarche de diagnostic aussi de la situation chez l'industriel avant d'être capable de définir les actions à mettre en œuvre, de les suivre par la suite. Alors je vous laisse peut-être nous expliquer un peu ce que vous faites, comment vous mettez en œuvre ce genre de projet, et puis peut-être nous donner un exemple de projet d'efficacité énergétique. Oui, tout à fait. Donc, enchantée tout le monde. Donc, Marion Ripaud, effectivement, je suis business developer chez AFNOR Énergie. Donc, juste AFNOR Énergie, en quelques mots, c'est la marque ombrelle du groupe AFNOR qui regroupe l'ensemble des prestations énergie et carbone du groupe. Et au sein d'AFNOR Énergie, nous disposons d'un bureau d'études qui accompagne les industriels, les entreprises et les collectivités dans leur démarche d'amélioration de leur efficacité énergétique et de leur empreinte carbone. Et donc effectivement, sur ce sujet, nous accompagnons les industriels dans leur démarche de décarbonation au travers de cette double expertise qui est à la fois l'efficacité énergétique et la décarbonation. Parce que vous l'aurez compris, l'efficacité énergétique est effectivement le premier levier d'une démarche de décarbonation. Et donc, une première étape dans le cadre de notre accompagnement, c'est de réaliser un audit énergétique en parallèle d'un bilan d'émissions des gaz à effet de serre. Parce que l'audit énergétique permet d'identifier les premières actions à mettre en œuvre pour améliorer l'efficacité énergétique, qui auront du coup un impact positif sur l'empreinte carbone de l'industrie. Et ensuite, l'intérêt de lier ces deux diagnostics, c'est vraiment au travers de l'audit énergétique, de disposer d'une compréhension détaillée de l'ensemble des flux du process industriel et des contraintes opérationnelles ou de production de l'industriel, et de mettre au regard ces éléments-là au travers d'une quantification spécifique des émissions de gaz à effet de serre rapportées à chaque process industriel. Et ce qui permet au final à l'industrie, c'est de disposer d'une cartographie carbone beaucoup plus fine et beaucoup plus fiable pour ensuite définir une trajectoire de décarbonation et un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est bien évidemment de mettre en place au sein de l'organisation, de structurer une organisation interne qui permettra de suivre spécifiquement les actions qui ont été menées et leur impact sur la trajectoire de décarbonation. Et on parlait tout à l'heure du contexte réglementaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation tend vers justement cette mixité efficacité énergétique et décarbonation. C'est le cas notamment dans le cadre de la révision actuelle de la directive efficacité énergétique au niveau européen, qui prévoit que dorénavant dans les audits énergétiques, des recommandations liées à la production d'énergie renouvelable soient intégrées. Et de même, en ce qui concerne les travaux normatifs, l'ISO a réalisé très récemment une enquête auprès des utilisateurs de la norme ISO 50001, donc système de management de l'énergie, afin de déterminer les enjeux, les attentes des utilisateurs en cas de révision quinquennale de la norme. Et il en est ressorti la nécessité de lier système de management de l'énergie et émissions de gaz à effet de serre et décarbonation. Donc on retrouve vraiment ce couplage au sein de la réglementation, des travaux normatifs et puis un intérêt effectivement majeur pour l'industrie. Et donc pour vous donner un exemple, effectivement, il y a quelques mois, on a accompagné une industrie qui avait un projet d'agrandissement de son entrepôt de stockage tout en ayant un objectif global de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc nos experts ont réalisé
une analyse détaillée de l'ensemble des flux d'approvisionnement, du stockage des pièces et des expéditions pour identifier justement des opportunités d'amélioration de l'empreinte carbone. Et cette analyse-là a été réalisée en même temps qu'un audit énergétique. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que l'industriel hésitait entre deux sites. Un site situé à proximité de son site de production, donc pour stocker l'ensemble de ses pièces, et un site plus éloigné, mais d'un point de vue énergétique beaucoup plus intéressant. Et en fait, l'analyse énergétique qui a été réalisée a permis de démontrer que moyennant certaines actions d'amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment situé à proximité du site de production, finalement, c'était un projet beaucoup plus intéressant d'un point de vue empreinte carbone. Donc ça a été réalisé au travers de la simulation d'analyse de la couverture du bâtiment, de la production chaleur-froid du site. Et donc ce qui a permis, compte tenu de ces actions d'amélioration de l'efficacité énergétique, d'améliorer l'empreinte carbone de ce bâtiment. Et la proximité des deux sites a permis de rendre la logistique moins carbonée. D'où l'importance de bien mêler à la fois l'approche énergie et l'approche carbone dans la réflexion. Exactement. Merci Marion. Alors un sujet, donc on a parlé, on a posé le cadre, on a parlé efficacité énergétique et illustré un peu ça. Un gros sujet quand on parle de décarbonation et de projet, c'est l'accès au financement. Surtout qu'il s'agit de projets qui ne sont pas forcément dans le cœur de métier des industriels, donc qui comportent des risques. Donc ce sont des projets pas forcément évidents à financer. Romain, chez Kyotherm, donc c'est votre métier finalement de financer ce type de projet et d'accompagner les industriels sur ces questions-là. Je vous laisse peut-être nous dire quelques mots sur le sujet et puis peut-être parler un peu des enjeux, justement, des enjeux associés au financement, des verrous que vous rencontrez et comment vous accompagnez les industriels là-dessus. Effectivement, donc bonjour à tous, Romain Retourquet, chargé d'investissement chez Kyotherm. Donc effectivement, chez Kyotherm, on a identifié 2 points de blocage dans le développement de projets de décarbonation de l'industrie, qui sont premièrement, comme le disait Lieta, le financement, qui est souvent un point de blocage. Et le second point, c'est aussi que ça peut être des projets qui sont complexes parfois à monter, à contractualiser, à installer et ensuite à suivre en période d'exploitation. Donc la mobilisation de ressources internes pour des industries dont ce n'est pas le cœur de métier peut être également un élément qui est un élément de frein. Donc chez Kyotherm, à notre échelle, on essaie d'agir sur ces deux freins qu'on a identifiés. Donc si on s'attarde un peu plus sur le frein du financement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a parfois des projets qui sont intrinsèquement rentables, avec des temps de retour sur investissement qui peuvent être par exemple entre 5 et 10 ans, mais qui vont ne pas se faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que la première raison qui est assez simple à s'imaginer, c'est qu'un industriel donné ou un acteur commercial peut ne pas avoir les ressources financières pour investir, parce qu'on parle souvent d'investissements qui sont assez lourds. Et c'est peut-être un sujet qui a amené à s'accentuer aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît avec la crise économique et notamment la montée des taux d'intérêt, donc qui justement rend encore plus difficile le financement de nouveaux investissements. Il y a des industriels qui peuvent avoir la capacité, mais qui préfèrent garder leur capacité d'endettement et de financement pour leur cœur de métier, pour investir dans leur outil productif, dans ce qu'ils maîtrisent, dans le cœur de leur valeur ajoutée. Il peut y avoir ensuite des sujets connexes, mais des problématiques, des stratégies groupes qui filtrent les investissements avec des durées, avec des temps de retour sur investissement qui sont plus courts, de l'ordre de 3-4 ans. Et tous ces facteurs combinés font qu'un certain nombre de projets qui sont intrinsèquement rentables, mais avec des temps de retour qui sont un peu plus longs que ce qui serait tolérable, ne se font pas. Le second point que j'ai commencé à évoquer, c'est la faculté de certains industriels ou acteurs commerciaux à avoir des équipes internes pour mener le projet de la phase initiale, c'est-à-dire la phase de conception, à la phase de contractualisation. C'est quand même des projets qui sont parfois assez lourds, donc avec plusieurs contrats à signer, un contrat de construction, un contrat d'exploitation, maintenance, qui prennent du temps à négocier, qui sont des sujets qui sont assez spécifiques, qui demandent des compétences en énergie,
et des connaissances assez pointues. Et donc ça peut aussi être un facteur de frein pour un industriel à se lancer sur ce type de raisonnement parce que tout simplement, il n'a pas le staff pour le faire à plein temps. Donc nous, chez Kyotherm, comment on essaie de répondre à ces deux freins qu'on a identifiés? Donc déjà, en termes de technologie, on n'a pas la prétention de couvrir 100% des technologies de décarbonation de l'industrie. On se concentre sur deux grands groupes de technologies. Le premier groupe, c'est la chaleur décarbonée. Donc ça comprend les chaudières biomasse, le solaire thermique, les pompes à chaleur, la connexion à des réseaux de chaleur et la géothermie. Le second groupe, qui est un peu plus hétérogène, c'est les systèmes d'économie d'énergie au sens assez large. Donc ça peut être du ralentissage LED, des variateurs de fréquence, des variateurs de vitesse et des mesures, j'ai envie de dire, de bon sens sur l'étanchéité des réseaux, etc., etc. Donc la façon dont on va intervenir sur ces deux grands groupes de technologies, c'est qu'on va proposer des contrats de fourniture de chaleur ou des contrats de fourniture d'économie d'énergie à nos clients industriels, de façon à vraiment coller à leurs besoins et à leur vendre en fait des mégawattheures, ce qu'ils veulent utiliser in fine, ou alors des négawattheures dans le cas des économies d'énergie. Donc concrètement, en fait, nous, Kyotherm, on va investir dans la solution qui a identifiée. Ça peut être une chaudière biomasse, ça peut être du relampage LED. On va être propriétaire de ces actifs pendant la durée des contrats. Il n'y aura besoin d'aucun investissement initial de la part de l'acteur commercial ou industriel. Et ensuite, on va facturer des mégawattheures en fonction de ce qui est mesuré. Donc ça permet, comme je le disais, de préserver la capacité de financement de l'acteur en question, de minimiser la mobilisation des ressources internes, puisque nous, on va se charger de contractualiser la construction du système ou son installation, ainsi que l'exploitation maintenance. On va également se charger du suivi de la construction, de la réception, du suivi en exploitation, pour s'assurer que les performances sont au rendez-vous et que l'équation économique qu'on avait discutée au début des contrats soit bien là. Et l'avantage aussi, c'est que pour notre client, nous, c'est notre métier tous les jours. On a a priori l'expertise pour suivre ce genre de projet, puisqu'aujourd'hui, Kyotherm a financé à peu près des installations sur 120 sites en Europe, dans 11 pays d'Europe, ce qui représente à peu près 220 mégawatts de capacité installée au total dans notre portefeuille qu'on gère au jour le jour pour le compte de nos clients. Est-ce que vous avez un exemple peut-être? Donc effectivement, ouais, ce sera peut-être plus parlant de parler d'un exemple concret. Donc j'ai choisi dans les 40 projets à peu près qu'on a, un exemple qui est assez iconique. C'est l'exemple d'un projet de centrale solaire thermique, donc à ne pas confondre avec le solaire photovoltaïque, pour un client qui est le groupe Bourtmalt, donc à Issoudun, dans le centre de la France. Donc pour vous dire quelques chiffres sur cette installation, c'est une installation qui fait 10 MW thermiques de capacité installée, pour un investissement de 5 millions d'euros à peu près, et qui va produire chaque année à peu près 9 gigawattheures, une dizaine de gigawattheures de chaleur décarbonée pour notre client. Donc comment s'est passé de manière très concrète le montage contractuel? Donc nous, Kyotherm, on a signé un contrat de 20 ans de fourniture de chaleur avec notre client, le groupe Bourtmalt, au titre duquel en fait, on lui garantit un prix qui est fixe, sujet à quelques indexations, mais des indexations type coût de la main-d'œuvre, donc des index qui sont quand même très peu fluctuants. Donc on peut simplifier en disant que c'est un coût qui est quasiment fixe pour eux. Et ils vont nous acheter les mégawattheures sur cette durée-là, avec des engagements de rester dans le contrat sur 20 ans. Et nous, ensuite, on s'est chargé de travailler avec un partenaire qui est New Heat, qui a fait la construction et qui maintenant fait l'exploitation-maintenance. Donc cette centrale a été mise en service en 2021 et tourne depuis cette date. Donc voilà, c'est un exemple assez concret de contrat de fourniture de chaleur où l'industriel a pu préserver sa capacité d'investissement, minimiser l'implication de ses ressources pour in fine avoir une installation qui est très compétitive du point de vue du prix chaleur. J'y reviendrai peut-être dans un second temps. Puis ça réduit les risques aussi pour l'industriel et donc ça facilite la décision. Tout à fait, il y a aussi une logique d'externalisation des risques qui est à ne pas négliger. Très bien. Je vous remercie. Alors Jean-Luc, on va continuer avec vous. Donc on a parlé du cadre, on a parlé de différents leviers d'efficacité énergétique. On a illustré aussi avec un
un exemple de projet plutôt côté chaleur renouvelable. Dans certains secteurs, et Vincent l'avait introduit préalablement, il y a vraiment un enjeu d'aller sur de la rupture technologique, donc en particulier dans le cas de la sidérurgie, qui est aujourd'hui le secteur industriel le plus émetteur en carbone, donc sur lequel l'enjeu est majeur. Donc vous êtes chef de projet chez Gravity, qui est finalement un projet usine qui vise à décarboner massivement le secteur de la sidérurgie. Je vous laisse peut-être nous en dire un peu plus, nous expliquer un peu le projet et notamment les transformations techniques que ça va engendrer pour le secteur. Tout à fait, merci Alietta. Bonjour tout le monde, enchanté. Oui, effectivement, donc Gravity est une entreprise à part entière qui va agir comme acteur dans la décarbonation de la sidérurgie. Alors pour parler un petit peu d'acier, donc c'est globalement plus de 2,5 milliards de tonnes d'acier produites dans le monde, la moitié en Chine. Au niveau de l'Union européenne, on a plus de 130 millions de tonnes. Et pour produire cet acier, essentiellement, on passe par des filières de conversion. Donc on prend le minerai de fer, qui est un oxyde de fer, qui est transformé dans les hauts fourneaux en utilisant le charbon qui passe par une coquerie. On utilise le charbon. Donc c'est le carbone qui est dans le charbon qui va réduire l'oxyde de fer pour produire de la fonte. Cette fonte est liquide, elle va ensuite à l'acierie où on convertit la fonte en acier. Donc voilà un petit peu, on a un process amont avec les hauts fourneaux et un petit peu en aval à l'acierie. Alors ce qui se passe, c'est que pour chaque tonne d'acier qui est produite, on émet 2 tonnes de CO2. On prend une usine comme ArcelorMittal à Fos-sur-Mer qui a une capacité de 4 millions de tonnes d'acier, c'est 8 millions de tonnes de CO2. Donc nos usines, nos sidérurgistes sont d'abord des producteurs de CO2 avant de produire de l'acier. Alors, à horizon 2050, pour faire cette rupture et atteindre la neutralité carbone, l'ambition est donc d'arrêter la phase du process qui est la plus émettrice de CO2, qui sont les hauts fourneaux. Alors, pour arrêter les hauts fourneaux, il faut trouver une solution de substitution. Qu'est-ce qui va remplacer la fonte? C'est le DRI. C'est ce que Gravity va produire. Donc, Gravity va implanter sa première usine à Fos-sur-Mer, une usine de 2 millions de tonnes de DRI. Alors, c'est quoi le DRI? C'est de l'oxyde de fer, c'est l'équivalent de la fonte. Mais au lieu d'utiliser le carbone qui est dans le charbon, on va utiliser de l'hydrogène. Donc on va pomper en tout cas beaucoup d'eau qui par électrolyse sera convertie en hydrogène et en oxygène. Cet hydrogène est produite à basse température et faible pression. Elle sera préchauffée à 500 degrés et va ainsi réagir avec l'oxyde de fer pour produire ce DRI, donc c'est abrégé de Direct Reduced Ion, c'est de fer réduit, qui sera plutôt en forme solide. La fonte des hauts fourneaux est en forme liquide et là on a un DRI qui est solide. Ça facilite le transport, l'acheminement aux sidérurgistes. Donc on va ainsi produire ce DRI décarboné, qui sera la matière première, en tout cas une commodité intermédiaire pour nos aciéristes, qui eux vont se concentrer à leur cœur de métier, qui est produire de l'acier. Alors l'exemple typique de Gravity, qui est un premier modèle à Fos-sur-Mer, on va produire donc 2 millions de tonnes de DRI à horizon 2027-2028. Ces 2 millions de tonnes de DRI vont permettre l'évitement de 4 millions de tonnes de CO2. C'est 5% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie française. Donc voilà ce que va faire Gravity. Nous avons des aciéristes comme ArcelorMittal et autres qui ont leur propre projet de DRI, mais Gravity va beaucoup plus loin parce que pour faire du DRI, je le dis en passant, ce n'est pas une révolution, ça existe déjà depuis des années. Les pays du Moyen-Orient, par exemple, utilisent le gaz naturel qui vont reformer, produire du CO et de l'hydrogène. Par contre, on réduit les émissions, mais il y a quand même du CO2 d'émis. Gravity va beaucoup plus loin. On est à 100% d'hydrogène qui va réagir avec l'oxyde de fer et produire ce DRI. Alors pourquoi Fos-sur-Mer? Le choix est très stratégique. Quand vous regardez la cartographie du môle central de Fos-sur-Mer, il y a ArcelorMittal qui est juste à côté, qui peut être un client potentiel pour reprendre du DRI et décarboner ainsi sa chaîne de production. Il y a Ascométal, qui est un aciériste qui est à proximité aussi, qui peut en reprendre parce que pour produire l'acier, en plus de la fonte, on rajoute un peu de ferraille dans le mix pour refroidir et arriver à la recette attendue. On peut aussi dire, voilà, on arrête les hauts fourneaux et on n'importe que de la ferraille. J'ai cité un chiffre en amont, 2,5 milliards de tonnes d'acier produit dans le monde. La ferraille disponible, c'est 1 milliard de tonnes. Donc on peut produire l'acier avec que de la ferraille, mais il n'y aura pas assez de ferraille en quantité suffisante et en qualité suffisante pour répondre aux besoins d'acier. Alors l'acier, c'est quoi? C'est 1 tonne dans chaque véhicule. C'est plus de 100 tonnes d'acier par mégawatt d'éolien. Chaque Français, chaque ménage, par habitant, on consomme 300 kg d'acier par année par habitant. Donc on ne peut pas s'en passer à ce stade, on en a besoin.
Mais pour atteindre nos objectifs de décarbonation, il va falloir passer par l'arrêt des hauts fourneaux pour décarboner. Et donc, Gravity va apporter cette solution, en tout cas en partie, avec la construction de sa première usine à Fos-sur-Mer. On a déjà des projets embryonnaires. Hein. On est contracté par Dunkerque, par Rouen, dans l'Union européenne aussi, et à travers le Moyen-Orient et les États-Unis. Donc voilà, pour présenter un petit peu Gravity, on pourra aller un peu plus loin dans le débat. Je me permets quand même de dire aussi que pour produire cet hydrogène, pour 2 millions de tonnes de dairy, on a besoin de 120 000 tonnes d'hydrogène. Et il nous faudra 1 gigawatt pour toute l'usine de Gravity. Donc on a besoin d'énergie, de beaucoup d'énergie électrique en tout cas pour faire cela. Je cite d'ailleurs une petite anecdote de mon CEO qui disait qu'on a 3 étapes, 3 priorités. 1, c'est l'énergie, 2, c'est l'énergie, et 3, c'est l'énergie. Je voulais choisir la séquence, donc on va y revenir avec RTE qui nous accompagne beaucoup dans ce projet. Voilà pour Gravity. Merci, oui, parce que tout l'enjeu, c'est bien de produire de l'hydrogène décarboné, ou en tout cas le moins carboné possible. Et donc ça passe par des électrolyseurs, et donc ça passe par un réseau électrique solide et capable justement de fournir la demande en électricité dont on a besoin. Du coup, Vincent, ça me ramène vers toi. Donc, tu as déjà un peu parlé de l'importance de se coordonner entre vous, opérateurs de réseau, et les industriels. Je ne sais pas si tu veux revenir un peu dessus. Et puis peut-être nous parler un peu des moyens qui peuvent exister pour répondre à cette demande qui passe par les projets, mais peut-être aussi par d'autres leviers. Tout à fait, merci. En effet, comme le disait Jean-Luc, ces projets-là sont récents et sont des évolutions majeures pour le système énergétique et en particulier pour le système électrique sur ces enjeux-là, avec une demande électrique qui est croissante et qui est importante, notamment dans l'ensemble des industries grandes consommatrices d'énergie, la métallurgie, les minéraux, le verre, le papier, la chimie, l'agroalimentaire. La sidérurgie est un enjeu particulier parmi ces éléments. Et à chaque fois, l'enjeu, c'est de remplacer un vecteur carboné par de l'électricité. Et donc, remplacer un vecteur carboné par de l'électricité, ça veut dire qu'il faut changer l'infrastructure initiale pour apporter autant d'énergie que ce qui était apporté auparavant par une autre infrastructure. Et donc, nécessairement, on se rend bien compte à ce moment-là que l'infrastructure initiale, heureusement qu'elle n'était pas dimensionnée pour pouvoir l'apporter, parce que sinon, ça aurait été quand même un surinvestissement important et ça n'aurait pas répondu aux critères auxquels RTE est soumis de gestion des deniers, alors qu'ils ne sont pas exactement des deniers publics, mais en tout cas, on a un tarif régulé sur ces actions-là. Et donc, opérationnellement, cette accélération, elle est récente. Elle a été initiée notamment en premier dans le plan France Relance, ensuite dans le plan France 2030. Et l'État actuellement suit les 50 sites les plus émetteurs de France. Et parmi ces 50 sites, il y en a 38 qui sont raccordés sur le réseau de RTE et qui font donc l'objet d'une attention particulière pour définir leurs projets et leurs évolutions. Chacun de ces sites travaille avec l'État, avec l'ADEME, à des feuilles de route, et un certain nombre parmi ceux-là font appel à de l'électrolyse. Et donc, ça nécessite quand même un suivi particulier pour RTE. Alors, jusqu'à présent, RTE, on agit de manière séquentielle. C'est une obligation réglementaire, ça veut dire qu'il y a un projet, et en face, je mets un projet de raccordement, une ligne depuis mon réseau, pour pouvoir raccorder ce projet-là. C'est un moyen d'assurer derrière la sécurité financière et opérationnelle en termes de délai de ces projets-là. Et on voit que cette façon de faire, qui a bien convenu pendant les 15-20 dernières années, elle est actuellement en transformation, elle est en train d'être revue, parce que les zones de décarbonation maintenant viennent cumuler les projets. Il n'y a pas un projet dans une zone, il y en a 2, 3, 5, 10, voire plus sur certaines zones. Et on concentre dans un certain nombre de zones industrielles bas carbone des projets importants. Il y a notamment 4 zones industrielles-portuaires qui sont majeures dans ces enjeux-là. Il y a la zone de Fos, la zone de Dunkerque, la partie Val-de-Seine maritime et puis la vallée de la chimie. Et les 2 premières ont des installations sidérurgiques qui représentent des enjeux particuliers, notamment pour l'électrolyse. Et quand on cumule derrière le volume des projets qui arrivent sur chacune de ces zones, on est sur des enjeux qui sont majeurs
Sur la zone de Fos, on parle de 4 à 5 gigawatts de projets actuellement à l'étude par RTE. Sur la zone de Dunkerque, on est de l'ordre de 3 à 4 gigawatts. Sur la partie Val-de-Seine, c'est plutôt 2 à 3. Et la vallée de la Chimie, on est sur 1 à 2 gigawatts. Comparé aux consommations historiques de ces zones, c'est nécessairement une transformation importante. Alors pour ce faire, on continue à travailler avec nos industriels. Le rôle de notre réseau commercial à ce titre-là est renforcé. Alors c'est peut-être une tarte à la crème de dire qu'on a des ingénieurs qui travaillent en lien avec les différents industriels, mais leur rôle est vraiment crucial à ce moment-là pour être en capacité de travailler en confiance et en transparence sur l'arrivée de ces projets-là. Mais on a aussi besoin de transformations qui sont plus structurelles et qui viennent notamment au travers de la loi d'accélération des ENR. La loi d'accélération des ENR permet un certain nombre de simplifications sous condition, ce n'est pas du tout un blanc-seing, hein, mais des instructions qui sont nécessaires pour des projets de raccordement. Actuellement, sur des grands projets de raccordement, le délai d'instruction, c'est à peu près la moitié du temps du projet. On constate et on anticipe au travers de la loi d'accélération des ENR, au travers de ces simplifications, qu'on pourrait atteindre une réduction du délai de l'ordre de 2 à 3 ans pour des vraiment très grands projets. Donc c'est quand même des enjeux qui sont majeurs pour nous en termes de réalisation. Et puis le deuxième objet qui lui est vraiment un changement de paradigme au-delà d'une amélioration de l'existant, c'est de dire qu'au lieu de travailler par projet, désormais l'enjeu ça va être de travailler sur quelques zones définies, de travailler par zone, en travaillant la mutualisation des projets. Et cette mutualisation, on se rend compte tout de suite que ça peut avoir un objet de mutualisation des coûts, ça peut être une meilleure efficacité économique, ça peut être une meilleure efficacité opérationnelle parce que c'est aussi moins de lignes à passer pour pouvoir aller à un endroit et raccorder les industriels. Ça peut être éventuellement de l'anticipation d'investissement réalisé par RTE. Ça pose un certain nombre de questions de couverture des risques pour l'entreprise, sachant que derrière, ce n'est pas de l'investissement privé, hein, c'est bien derrière des infrastructures qui sont publiques. Et donc, le dernier levier sur cet enjeu-là, c'est des enjeux de priorisation entre les projets, qui là va être un levier qui est donné par la loi d'accélération des ENR à l'État, en particulier au préfet, qui a la possibilité derrière de venir travailler la file d'attente des différents projets pour déterminer, effectuer éventuellement des switches pour permettre à un projet plus petit, plus rapide, d'arriver à un projet plus grand qui arriverait plus tard, de manière à optimiser l'arrivée de l'infrastructure. Et donc, pour ce faire, RTE, la difficulté qu'on va avoir, ça va être de travailler avec des projets qui ont des maturités qui sont différentes. On a un volume qui est important, mais tous les projets ne sont pas tout à fait au même niveau. Et donc, pour travailler sur des enjeux qui ont des maturités différentes, on a des questions derrière de couverture des risques. Donc, on travaille par palier et encore une fois en anticipation. Donc, je vais revenir sur ce point-là quand même pour terminer ce point. C'est que pour nous, ces enjeux d'anticipation et de vision clairs sur une zone sont majeurs pour pouvoir être en capacité de déterminer la meilleure infrastructure cible à terme pour y répondre. Bien sûr. Et donc du coup, un autre levier qui va permettre peut-être d'aller un peu plus vite aussi, quelque part en libérant de la capacité, ça va être l'effacement dont on parle de plus en plus. Hein. D'ailleurs, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, qui intéresse nos membres en tout cas au sein d'Alice. J'aimerais qu'on revienne un peu dessus. Donc Vincent, oui. je te laisse nous expliquer ce qu'est l'effacement et puis après je laisserai la parole à Marion pour illustrer un peu ça. Alors tu as tout à fait raison. Donc je reviens. L'enjeu principal, ça reste l'anticipation. Mis à part ça, il y a des situations transitoires qui peuvent apparaître, auquel cas on peut avoir des travaux qui peuvent être faits en commun, notamment avec Enedis, pour avoir des raccordements qui soient phasés, qui commencent sur le réseau de distribution, qui est plus rapide que nous pour réaliser des projets, mais qui par contre ne permet pas d'atteindre des puissances qui sont très importantes. Donc ça peut être aussi une façon d'évoluer. Le dernier levier, ça peut éventuellement être l'effacement, qui peut permettre, en baissant la consommation à certaines périodes, d'assurer qu'au travers d'une infrastructure existante, on l'utilise au mieux pour maximiser les projets. Alors pour revenir peut-être en 2 mots sur l'effacement, l'utilisation initiale et je veux dire la plus logique, la plus structurelle de l'effacement, c'est pour l'équilibre offre-demande, c'est la capacité à gérer cet équilibre entre la production et la consommation. Le fait de participer à de l'effacement, en fait, c'est se substituer à un moyen de production. À un moment où un industriel baisse sa consommation, c'est de l'autre côté un moyen de production qui n'est pas démarré, voire dont le coût d'investissement est évité. Donc c'est une offre qui est gagnant-gagnant parce que l'industriel, lui, il est rémunéré pour cette action et c'est gagnant pour le système électrique aussi parce que c'est des coûts évités
dans le dimensionnement global du système électrique. Et c'est un enjeu qui est majeur et qui, derrière, a des impacts pour tout le monde, y compris jusqu'aux clients particuliers, sur cet enjeu de dimensionnement. Et on a en fait au sein de RTE des valorisations qui sont très différentes sur tout un panel d'effacements différents, qui valorisent des volumes différents, des délais de mobilisation qui sont différents. Et donc, comme je disais, c'est vertueux pour le système électrique. Après, ces enjeux d'effacement, ils vont être amenés à quand même évoluer de manière structurelle sur les prochaines années, parce qu'on voit, au travers de l'arrivée des énergies renouvelables notamment, et puis des volumes de solaire qui sont prévus, des enjeux de déformation plus structurelle des consommations sur des périodes données, par exemple sur le creux de l'après-midi, sur quasiment toute la période du printemps jusqu'à l'automne. Il y a un enjeu à déformer les consommations pour éviter de consommer à la pointe et augmenter les consommations soit sur le milieu de l'après-midi, soit sur la nuit, soit sur le week-end. C'est des choses qu'on a vues un petit peu au travers des co-watts, mais c'est des choses qui vont devenir quand même assez structurelles dans le temps, qu'on voit aujourd'hui au travers des prix. On voit que les prix dans l'après-midi sont quand même fortement déprimés, beaucoup plus. Et donc les fournisseurs et les agrégateurs vont avoir un rôle très important pour pouvoir refléter ce signal auprès des consommateurs et que les consommateurs, derrière, soient en capacité de modifier structurellement leur consommation pour consommer au meilleur moment, ce qui sera optimal pour l'ensemble du système. Très bien, merci pour cet éclairage. Alors Marion, du coup, côté Hafnor Énergie, vous faites en fait des diagnostics, des audits, effacement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi ça consiste et du coup quel intérêt pour l'industriel ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, compte tenu du contexte énergétique, nous avons de plus en plus de demandes de nos clients sur ce sujet-là. Donc nous sommes en train de développer une prestation de réalisation d'audit effacement auprès de nos clients industriels, mais également du secteur tertiaire. Et donc le principe de l'audit d'effacement, c'est d'identifier, de quantifier et d'optimiser le potentiel d'effacement d'un site. Donc ça passe par, bien évidemment, une campagne de mesure, mais aussi une analyse fine du profil de consommation, du process industriel et de l'ensemble des équipements et machines les plus énergivores d'un site. L'idée, c'est vraiment d'identifier des opportunités de flexibilité électrique pour les sites. Et donc, ce qui est intéressant dans l'audit effacement, c'est que cet audit intervient en amont des discussions que l'industriel pourra avoir ensuite avec un agrégateur d'effacement. Donc, ça lui permet de disposer de l'ensemble des informations pour pouvoir appréhender sereinement ce sujet qui pose quand même quelques questions effectivement liées à l'organisation de la production, au process industriel. Voilà, donc c'est nécessaire en tout cas d'avoir cet audit en amont pour bien identifier les différentes contraintes. Donc nous, on intervient à ce niveau-là et on fournit également à l'industriel une première estimation des gains potentiels liés à la valorisation de sa capacité d'effacement. Et ce qui peut être intéressant également, c'est de lier finalement l'audit énergétique qui est réalisé dans une industrie avec un audit d'effacement, parce que finalement on capitalise sur les données qu'on va recueillir pour réaliser l'audit énergétique et sur une partie de l'analyse. Donc c'est un gain de temps qui est quand même pas négligeable pour une industrie. Et en plus de ça, ça permet de mettre directement en parallèle les actions d'amélioration de l'efficacité énergétique avec une source de revenus supplémentaire pour financer ces investissements d'amélioration de sa performance énergétique. Merci Marion. Alors je voudrais revenir, on a parlé tout à l'heure plusieurs reprises de mutualisation. L'idée c'est que, et nous c'est vraiment notre vision, que en mutualisant, en travaillant ensemble, on va pouvoir accélérer sur la décarbonation. Jean-Luc, donc Gravity, c'est une rupture à la fois technologique, vous en avez parlé, mais c'est aussi finalement une rupture en termes de modèle, puisque c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, finalement le métier du sidérurgiste va changer et c'est une nouvelle brique dans la chaîne de valeur qui en plus a été fondée par de nombreux acteurs eux-mêmes concernés par cette chaîne de valeur. Donc je vous laisse peut-être nous expliquer justement cette rupture en termes de modèle et comment ça se met en œuvre sur Gravity. Effectivement, Yétin, c'est vrai que les aciéristes vont se concentrer beaucoup plus sur l'aval parce qu'il faut savoir que produire l'acier, c'est un métier à part. Et en France, il faut le savoir, nous sommes comme des champions des aciers très très spéciaux. On va faire de l'acier pour les tôles de blindage de sous-marins nucléaires,
pour les cuves de méthanier. C'est des recettes particulières qui sont classées d'ailleurs secret défense. Et donc la Céris va se concentrer sur son cœur de métier qui est produire de l'acier. Donc la matière première, aujourd'hui, un haut fourneau n'est qu'une usine pour produire de la matière première, qui est de la fonte. Donc Gravity va interagir justement pour travailler sur cette chaîne amont, excusez-moi, pour lui livrer cette DRI qui est une matière première. Et donc ça va vraiment changer, on s'oriente de plus en plus vers l'aval. D'ailleurs, les aciéristes vont devoir aussi modifier un petit peu leurs usines. Je parlais d'un site comme ArcelorMittal qui a des hauts fourneaux et des convertisseurs. Le convertisseur sert à transformer la fonte en acier. Mais pour avancer à la décarbonation, il va falloir arrêter aussi les convertisseurs et les convertir en fours électriques. C'est beaucoup d'investissements derrière, beaucoup d'enjeux. Et donc les aciéristes vont se concentrer sur cette phase de conversion de leurs convertisseurs en fours électriques et laisser la partie amont aux autres acteurs comme Gravity qui va fournir du DRI. Il y a aussi les fournisseurs de ferraille, parce qu'il ne faut pas oublier que la ferraille, on en a besoin pour ajuster la chimie à la température dans le four. Donc tous ces acteurs-là vont osciller autour de la chaîne amont pour permettre aux sidérurgistes de se concentrer. Une chose qui va changer aussi, c'est un travail qui est plus en silo. On va travailler vraiment dans un écosystème. Je reparle de Gravity qui s'implante dans le môle central de Fos-sur-Mer. Lorsqu'on produit de l'hydrogène, on produit aussi de l'oxygène. Donc pour 2 millions de tonnes de DRI, que je citais tout à l'heure, c'est 800 000 tonnes aussi d'oxygène par année. Des sidérurgistes comme Ascométal ou même Air Liquide qui est à côté peuvent en avoir besoin pour alimenter leur réseau, pour plus de flexibilité. Donc on est dans un écosystème, on regarde tout ça. Donc il y a plus, ce qui change vraiment, c'est le modèle, mais aussi le regard. On est vraiment dans un écosystème, on regarde le voisin, comment on interagit. C'est tout ça qui va permettre de décarboner globalement la chaîne. Bien sûr. Donc comment finalement des coproduits de votre réaction peuvent être aussi des intrants pour un autre industriel. Exactement. Dans une approche très circulaire finalement. Tout à fait. Merci pour ça. Donc ça, c'est finalement un bel exemple de mutualisation à l'échelle de la zone de Fos. Vous évoquiez notamment que vous avez des discussions en cours actuellement pour d'autres zones, notamment Dunkerque. Justement, j'aimerais bien revenir un peu sur la zone de Dunkerque. Romain, c'est finalement... vous avez un beau projet en cours avec de nombreux acteurs aussi pour décarboner toute cette zone industrielle. Je vous laisse nous en dire un peu plus. Alors oui, effectivement, ça fait du coup tout à fait écho aux propos de Jean-Luc et aux propos de Vincent sur la nécessité de cibler ces grands bassins industriels en France et dans une logique de mutualisation. Donc effectivement, chez Kyotherm, on travaille actuellement au financement d'un réseau de chaleur industrielle sur le grand port maritime de Dunkerque, donc qui est une des plus grandes zones industrielles en France. Donc le principe est assez simple, on est encore dans une logique de mutualisation entre différents sites qui à la base sont autonomes et indépendants. Donc ici la logique sera de valoriser de la chaleur qui est fatale, qui est aujourd'hui perdue, soit sous la forme de fumées qui sont envoyées dans l'atmosphère à des températures de 300-400 degrés, donc c'est autant de calories perdues, ou alors de manière assez similaire des gaz qui sont torchés, mais qui ont un potentiel calorifique qui est non négligeable et qui pourrait très bien être brûlé dans une chaudière pour en valoriser la chaleur. Donc le principe est assez simple, récupérer cette chaleur perdue, la transporter dans un réseau et l'exporter à d'autres acteurs du Dunkerquois qui auraient besoin justement, eux, de chaleur décarbonée. Donc l'idée est assez simple à comprendre, la réalisation est nettement plus complexe, parce que qui dit mutualisation dit aussi s'asseoir autour d'une table à plusieurs acteurs. Là, on parle de 3-4 fournisseurs de chaleur fatale et plusieurs clients potentiels. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à trouver des accords sur le long terme, arriver à trouver une allocation des risques qui permettent à chacun d'y retrouver son compte, tout en garantissant aussi que le projet reste bancable et puisse être financé et finalement sortir de terre, puisqu'on parle de projets qui sont quand même d'une amplitude assez importante, avec des investissements qui seront entre 100 et 200 millions d'euros pour les phases initiales. Et ensuite, la logique, c'est vraiment de faire vivre ça comme une infrastructure et de faire grandir ce réseau, raccorder de nouveaux utilisateurs et potentiellement de nouveaux fournisseurs de chaleur fatale,
et de faire vivre cette infrastructure comme une vraie infrastructure mutuelle de décarbonation à l'échelle du port de Dunkerque. Un beau projet à suivre avec d'autres projets, notamment dans cette même zone. On a parlé hydrogène, je sais que ça fait aussi partie des sujets là-bas. Peut-être pour conclure, hein, je sais qu'on a déjà un peu dépassé, mais Romain, pour le mot de la fin, on est quand même sur une table ronde qui parle de décarbonation et de compétitivité. On est dans un contexte économique un peu particulier, hein, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Comment est-ce que vous voyez, quel impact en fait vous voyez de ce contexte actuel sur vos clients, finalement les industriels avec lesquels vous travaillez? Quelles conséquences? Est-ce qu'ils vont plus vite, moins vite dans leur prise de décision? Qu'est-ce que ça change? Je vais essayer de faire court parce que vous avez soit faim, soit vous êtes endormi par le déjeuner, donc je vais essayer de conclure ça de manière rapide. Donc effectivement, un mot de la fin sur la compétitivité. Nous, ce qu'on observe au jour le jour, mais comme tous les acteurs de la filière de la décarbonation de l'industrie et de la production d'énergie décarbonée, ce qu'on observe, c'est qu'on avait un discours commercial il y a quelques années qui était de dire passer, en ce qui nous concerne, à la chaleur décarbonée, ça permet de vous écarter du risque de fluctuation du prix des énergies fossiles. C'était un discours qui était un peu peut-être des paroles en l'air chez certains, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a conscience de ce que ça veut dire que d'être lié aux fluctuations du prix des énergies fossiles. Ça s'est traduit concrètement chez nos clients sur des fermetures temporaires de sites, que ce soit chez des PME ou même des boulangers, des pizzaiolos, ou sur des grands groupes internationaux qui sont énergo-intensifs et qui font du métal ou du verre ou des briques. Donc aujourd'hui, je pense que c'est malheureux qu'il y ait eu ces impacts économiques, mais peut-être la petite lueur de positivité qu'on peut en tirer, c'est que en termes de prise de conscience, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a conscience qu'il faut arriver à se décorréler, que ce soit en termes d'autonomie stratégique ou de décarbonation de ces énergies fossiles-là. Donc forcément, le carnet de commandes s'est fortement rempli sur la période et c'est naturel. Je pense que toute la filière est sous tension aujourd'hui et a du mal à répondre à cet afflux de nouveaux projets, que ce soit les chaudiéristes, que ce soit les foreurs pour la géothermie, que ce soit les énergéticiens qui on en parlait, cherchent du staff pour pouvoir étoffer leurs équipes. Donc aujourd'hui, voilà, les industriels et les acteurs commerciaux se ruent sur ce genre de solutions qui sont extrêmement compétitives. Et peut-être ce qu'il est intéressant, c'est de distinguer la période qu'on vient de passer, qui est fort heureusement conjoncturelle, des années qui vont arriver. Donc si on regarde un peu les années qui arrivent, personne n'a de boule de cristal ici, donc c'est très difficile, et notamment sur les prix de l'énergie, de savoir où seront les prix du gaz, les prix de l'électricité dans quelques années. Mais si on regarde à moyen terme, en tout cas les prix futurs sur les marchés ou les prix forward, le prix du gaz s'établit aujourd'hui en 2027 autour de 35 € du mégawattheure PCS. Ce qu'il faut prendre en compte chez les grands industriels, c'est évidemment le marché EU-ETS. En 2030, il n'y aura plus de quotas gratuits, sauf chez les industriels carbon leakage, et même pour eux, ça ne devrait pas a priori durer éternellement. Et donc ça sera non négligeable. On parle d'une tonne du carbone en 2030 entre 100, 150, 200 € la tonne, ce qui sur le prix du gaz fait entre 20 et 30 € du mégawattheure chaleur. Donc si on additionne tout, on a un prix de la chaleur dans les prochaines années qui va s'établir autour de 65 €, entre 65 € et 80 € du mégawattheure. Et ça laisse, et c'est la bonne nouvelle, beaucoup de place pour la compétitivité des énergies renouvelables et leur fort déploiement dans les années à venir. Si je reboucle sur un exemple très concret que j'ai déjà évoqué, qui est la centrale solaire thermique qu'on a financée pour le compte du groupe Bourtmalt à Issoudun, on avait un prix chaleur qui en 2018 était déjà compétitif avec le coût du gaz. On était autour de, pour donner un ordre de grandeur, autour de 40 € du mégawattheure chaleur, pas gaz PCS. Donc voilà, c'est toujours juste pour illustrer qu'il y a quand même a priori aujourd'hui de la place pour la compétitivité de la décarbonation, et notamment en ce qui nous concerne chez Kyotherm, la fourniture de chaleur décarbonée.
Très bien, merci Romain et merci à tous les quatre pour vos interventions. Je sais qu'on a dépassé le temps, mais comme il n'y a pas de conférence directement, s'il y a une ou deux questions, on peut en prendre. Oui. Je ne sais pas s'il y a un micro. Bon, allez-y, parlez fort. Ouais. Bonjour, Olivier Gillet, Intergouvernemental. Un petit complément, parce qu'on parle de rythme décarbonisation. Il y a un programme qui va sortir dans les jours qui viennent, qui s'appellera Pacte Industrie, qui va permettre d'accompagner notamment, les 30-40 000 PME industrielles. Du pays. Ah, c'est un peu mieux, effectivement. Donc, Pacte Industrie qui va sortir dans les jours qui viennent et peu à peu s'enrichir. Et donc, il va permettre d'accompagner les PME industrielles, notamment, et également les groupes, depuis des formations, notamment ProRefi, que certaines connaissent ici déjà, des formations de l'ensemble des acteurs qui sont liés à l'énergie en industrie, des sensibilisations, également, on va dire, faire accompagner par des experts pour voir quels sont les meilleurs leviers pour décarboner vos énergies sur site. Et puis également au niveau groupe notamment des accompagnements pour penser des stratégies climat efficaces à court et moyen terme. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, j'avais une question pour Jean-Luc. Donc sur la décarbonation du process de la sidérurgie, c'est un des gros pollueurs. Donc le programme remplacé avec du H2, électrolyse, 1 gigawatt, j'ai noté, d'électricité. Ces investissements-là, ils sont pris en charge par l'industriel ou il y a une aide étatique pour l'aider à décarboner? Et en complément, mais c'est un peu lié, je suppose qu'il n'y a pas de diminution de son prix de revient de la tonne d'acier. Je suppose. Oui, alors il faut, pour répondre déjà à la première question, c'est clair, on travaille sur 3 leviers. Un projet comme Gravity a faussé 2,2 milliards d'investissement. Donc on va être, sans donner la répartition, sur fonds propres, sur de la dette avec les banques et aussi les subventions, à la fois de l'État français, de l'Union européenne, parce qu'on est tous engagés dans les projets de décarbonation. Alors on est très bien accompagnés, donc que ce soit par les pouvoirs publics par rapport à ce projet, parce que demain, ce qu'on regarde, pour parler de la tonne du coût de revient, aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher d'aller payer une taxe carbone, vu son évolution, qui va grimper à plus de 100 € tonne que de produire l'acier bas carbone. Donc c'est ça qu'on va aller regarder, on va contrebalancer. Autre part, il faut savoir quand on produit de l'acier via les hauts fourneaux, un haut fourneau, par exemple, je reprends un exemple très simple, le site ArcelorMittal de Fos, c'est 4 millions de tonnes d'acier. C'est 3,4 millions de fonte. Donc, j'évoquais tout à l'heure, c'est 2 fois plus de CO2, mais pour produire ces 3,4 millions de fonte, il y a génération de 30% de laitier. Vous savez, les fameuses scories d'acierie. 30%. Il faut gérer ça. Donc tout ça, toute cette chaîne de gestion de coproduits, de déchets potentiels, ça coûte. Et quand on remet la suppression de tout ça dans la balance, on réduit le coût de revient. Parce qu'une usine de DRI, un four électrique va générer 15% de scories, alors qu'un fourneau en génère 30%. Donc voilà, c'est tout un exercice. C'est pour ça qu'on dit que l'aciérie doit se concentrer sur son cœur de métier, qui est fabriquer de l'acier. Il va voir aussi ses quantités de laitier réduites. Prenez la cartographie des laitiers en France. On a 17 millions de tonnes de laitier au sol en France. 13 millions à Fos et le reste sur Dunkerque et ailleurs. Ces 13 millions de tonnes, si on doit les mettre en décharge, c'est à 200 € la tonne en classe 2. Donc on ne peut pas se payer un coût pareil. Donc quand on décarbone la sidérurgie, on règle aussi les problématiques de gestion de scories, de laitiers qui sont très très contraignants. Donc voilà un peu tout cet exercice d'équilibriste qu'on va devoir faire. L'exercice est déjà fait, il y a des chiffres qui sont confidentiels, mais décarboner via DRI est moins coûteux, bien évidemment, que produire avec les hauts fourneaux. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Je vous en prie, merci. Très bien, on va arrêter là. Merci en tout cas une nouvelle fois aux intervenants. Merci aux organisateurs, à Mixi, et puis à vous qui nous avez écoutés en dépassant un peu le temps. Merci.